Monsieur le ministre, merci pour cette interview. Pensez-vous que les États-Unis et la Russie sont actuellement en guerre? Je ne le dirais pas ainsi. De toute façon, ce n'est pas ce que nous voulons. Bien entendu, d'une manière générale, nous voudrions avoir des relations normales avec tous nos voisins, avec tous les pays, en particulier avec un grand pays comme les États-Unis. Le président Vladimir Poutine a exprimé à plusieurs reprises son respect pour le peuple américain, pour l'histoire américaine, pour ce qu'ont fait les Américains dans le monde. Et nous ne voyons aucune raison pour laquelle la Russie et les États-Unis ne pourraient pas coopérer pour le bien de l'univers. Pourtant, les États-Unis financent le conflit dans lequel vous êtes impliqué et permettent actuellement des attaques contre le territoire russe. N'est-ce pas une guerre? Officiellement, nous ne sommes pas en guerre. Mais ce qui se passe en Ukraine, certains appellent cela une guerre hybride. J'appellerais cela aussi une guerre hybride. Il est évident que les Ukrainiens ne pourraient pas faire ce qu'ils font avec des armes de pointe à longue portée sans la participation directe des militaires américains. Et c'est dangereux. Cela ne fait aucun doute. Nous ne voulons pas aggraver la situation, mais comme des missiles ATACMS et d'autres armes à longue portée sont utilisés contre le territoire de la Russie, nous envoyons des signaux. Nous espérons que la dernière fois, il y a quelques semaines, le signal donné via le nouveau système d'armes appelé Oreshnik a été pris au sérieux. Cependant, nous savons également que certains responsables du Pentagone et d'autres organismes, y compris l'OTAN, se sont mis à déclarer ces derniers jours que l'OTAN est une alliance défensive, mais parfois il est possible d'infliger le premier coup parce que l'attaque est la meilleure défense. Certains autres, comme par exemple Thomas Buchanan, porte-parole de Stratcom, ont admis la possibilité d'un échange de frappes nucléaires limité. Ces menaces nous préoccupent beaucoup, car si elles correspondent à la logique récemment exprimée par l'Occident, qui ne croit pas que la Russie ait des lignes rouges, ces lignes rouges ont été tracées mais ne cessent d'être repoussées encore et encore, c'est une erreur très grave. Voici ce que je voudrais dire en répondant à cette question. Ce n'est pas nous qui avons déclenché la guerre. Poutine a déclaré à plusieurs reprises que nous avions lancé une opération militaire spéciale pour mettre fin à la guerre menée par le régime de Kiev contre son propre peuple dans certaines régions du Donbass. Dans sa dernière déclaration, le président Poutine a clairement indiqué que nous étions prêts à toute évolution de la situation. Cependant, nous préférons résolument un règlement pacifique par voie de négociation sur la base du respect des intérêts légitimes de la sécurité de la Russie et sur celle du respect porté aux personnes qui vivent en Ukraine étant russes. Leurs droits fondamentaux, leurs droits linguistiques, leurs droits religieux ont été violés par une série de lois adoptées par le Parlement ukrainien. Cela a commencé bien avant le début de l'opération militaire spéciale. En 2017, une loi a été adoptée interdisant l'enseignement en russe, interdisant aux médias russes d'exercer en Ukraine, puis interdisant aux médias ukrainiens d'exercer en russe. Enfin, des mesures ont été prises pour mettre fin à toute activité culturelle en russe.
Les livres russes ont été jetés des bibliothèques et détruits. La dernière loi a interdit l'Église orthodoxe canonique, l'Église orthodoxe ukrainienne. C'est très curieux que les Occidentaux disent vouloir régler ce conflit conformément à la Charte des Nations Unies et en respectant l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et donc que la Russie doit retirer ses troupes. Le secrétaire général de l'ONU déclare la même chose. Récemment, son représentant a répété que le conflit devrait être réglé sur la base du droit international, de la Charte des Nations Unies, des résolutions de l'Assemblée générale, dans le respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. C'est faux de s'exprimer ainsi, car si vous voulez respecter la Charte des Nations Unies, vous devez la respecter dans son intégralité. La Charte des Nations Unies stipule, entre autres, que tous les pays doivent respecter l'égalité entre les États et le droit des peuples à l'autodétermination. Ils ont également mentionné les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies. Et il est clair qu'ils font référence à une série de résolutions qui ont été adoptées depuis le début de l'opération militaire spéciale et qui exigent que la Russie soit condamnée et qu'elle se retire du territoire ukrainien désigné dans les frontières de 1991. Il existe pourtant d'autres résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies qui n'ont pas été votées, mais qui étaient consensuelles, parmi lesquelles la Déclaration sur les principes régissant les relations entre les États sur la base de la Charte. Elle stipule clairement que par consensus, tous doivent respecter l'intégralité territoriale des États dont les gouvernements respectent le droit des peuples à l'autodétermination et par conséquent représentent l'ensemble de la population vivant sur le territoire. Affirmer que les personnes qui sont arrivées au pouvoir à la suite du coup d'État militaire de février 2014 représentaient des Criméens ou les citoyens de l'Est et du Sud de l'Ukraine est absolument inutile. Il est évident que les Criméens ont rejeté le coup d'État. Ils ont dit « Laissez-nous tranquilles, nous ne voulons rien avoir avec vous ». Le Donbass a fait de même. Les Criméens ont tenu un référendum et se sont rattachés à la Russie. Les putschistes arrivés au pouvoir ont qualifié les habitants du Donbass de groupes terroristes. Ils ont été bombardés, frappés par l'artillerie, la guerre a éclaté et a été arrêtée en février 2015. Les accords de Minsk ont été signés. Nous souhaitions très sincèrement mettre un terme à ce drame en voyant les accords de Minsk pleinement mis en œuvre. Ils ont été sabotés par le gouvernement mis en place après le coup d'État en Ukraine. Il lui a été demandé d'entamer un dialogue direct avec la population qui n'avait pas accepté le coup d'État. Il lui a également été demandé de promouvoir les relations économiques avec cette partie de l'Ukraine, et ainsi de suite. Rien de tout cela n'a été accompli. Le régime de Kiev a déclaré ne pas vouloir leur parler directement, en dépit du fait que la demande de leur parler directement avait été approuvée par le Conseil de sécurité. Il les a proclamés terroristes, a promis de les combattre en les menaçant de les faire mourir dans les caves, parce qu'il était le plus fort. Vous savez, le droit à l'autodétermination est la base juridique internationale du processus de décolonisation qui s'est déroulé en Afrique sur la base de ce principe de la charte, le droit à l'autodétermination. Les populations des colonies n'ont jamais traité les autorités coloniales, les maîtres coloniaux, comme quelqu'un qui les représentait, comme quelqu'un qu'ils voulaient voir dans les structures qui gouvernaient ces terres. De même, les habitants de l'Est et du Sud de l'Ukraine, du Donbass et de la Nouvelle-Russie
ne considèrent pas le régime de Zelensky comme représentant leurs intérêts. Comment pourraient-ils le faire quand leur culture, leur langue, leur tradition, leur religion, tout cela a été interdit? Enfin, si nous parlons de la Charte des Nations Unies, des résolutions, du droit international, le tout premier article de la Charte des Nations Unies, que l'Occident n'évoque jamais à propos de l'Ukraine, stipule « Respecter les droits de l'homme indépendamment de la race, du sexe, de la langue ou de la religion ».